Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Peut-il y avoir un endroit plus bucolique que celui où nous sommes ce matin? À Montcrabeau, dans le Lot-et-Garonne, entouré de champs de tournesol, avec une nature absolument géniale. Quoi de mieux pour recevoir cette jolie jeune femme qui est face à moi, Myrlène Sarrazin, pour qui vous avez tous eu un coup de cœur au travers de ses 2 premières publications, elle nous en parlera, et au travers de celle qui sort aujourd'hui, dont je me suis délecté très honnêtement depuis une semaine. Longtemps, je t'ai cherché. J'espère qu'elle a trouvé celui qu'elle a cherché. On va lui poser la question tout de suite. Elle est médocaine. Elle travaille au conseil départemental. Rien ne l'a prédisposée véritablement à écrire ses livres, mais désormais elle est devenue véritablement une auteure qui compte. Son ouvrage est publié chez PLB Éditeur. Elle va nous en parler dans quelques instants. Et j'avoue franchement qu'à la lecture de cet ouvrage, j'ai versé une petite larme à plusieurs reprises, tant son histoire me rappelait la mienne. Myrlène, c'est un vrai bonheur que de te recevoir ici, dans ce calme idyllique, dans cette nature qui va si bien, qui est un écrin formidable à ton ouvrage. Alors d'abord, première question. D'abord, on va se tutoyer, c'est une évidence. Oui, on va se tutoyer. Et puis bonjour Christophe. Merci. Je suis ravie de vous recevoir dans ce cadre bucolique. Quand tu dis vous, c'est bien sûr celui qui est derrière la caméra, sans lequel Aki Télé n'existerait pas. Exactement. Et qu'on va saluer, à toute Monsieur Jean-Claude Marmier. Alors longtemps, je t'ai cherché. Qui as-tu cherché, Myrlène? Longtemps, je t'ai cherché, c'est mon enfant intérieur, en fait, au final. Oui. C'est surtout ce livre, c'est une introspection sur mon chemin de résiliente. Et à la fin du livre, on peut imaginer aussi qu'il s'agit de Longtemps je t'ai cherché, toi aussi mon âme sœur. Voilà, donc on est sur deux plans en fait, l'enfant intérieur et puis l'âme sœur qui normalement sur cette vie terrestre est quelque part et que tu dois rencontrer, parfois pas. Voilà, et le bonheur de l'avoir rencontré. Je disais à l'introduction que rien ne te prédisposait à écrire, mais en même temps, tu avais le goût du secret. Tu consignais depuis longtemps des poèmes, on va dire depuis ta plus tendre enfance, et puis en 2015, il y a eu un premier déclic. Tu as envoyé ces poèmes à un éditeur qu'on peut citer, qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Donc tu les envoies à qui alors? Aux éditions Amalthée. Et les éditions Amalthée te donnent une réponse favorable. Tu en as été surprise de cette réponse positive? Oui, parce qu'en fait j'avais fait la démarche dans le plus grand secret. Je n'en avais parlé à personne. Et j'étais surprise de me dire, c'est oui, et en fait quelque part ton écriture elle commence à être retenue et reconnue. Oui, d'abord quand j'ai ouvert le courrier, il y a eu des larmes, parce que j'y croyais pas. Tu es quelqu'un de très sensible. Je suis une hypersensible. Oui. On ne peut pas écrire comme tu écris. Non. Je vais lire des extraits bien sûr de ton livre sans être hypersensible. Alors tu as une vie bien sûr qui n'est pas non plus une vie exceptionnelle, parce que ce que tu as connu, plein de femmes l'ont connu, mais il y a quand même une chose qui vraiment te met un petit peu à part, c'est la violence que tu as subie de la part d'un homme. Oui. 102 féminicides en 2021. Je sais que tu vas être invité sur une émission très prochainement pour parler de cette violence faite aux femmes. Tu l'as connue? Oui, je l'ai malheureusement connue. Et je pars du principe que qui mieux qu'une personne qui l'a connue peut en parler. Donc ce livre, Longtemps je t'ai cherché, c'est pour moi vraiment un témoignage de mes expériences qui ont fait mon chemin de résiliente, bien sûr. Mais la cause de la violence faite aux femmes, c'est une cause que je porte depuis longtemps, donc depuis plus de 30 ans maintenant, en m'étant engagée dans des associations au départ et puis en suivant le sujet. Et oui, je l'ai connu et aujourd'hui, si je suis là, j'en suis sortie vivante. J'aurais pu ce soir-là ne pas en sortir vivante, mais si j'en suis sortie vivante, je considère que c'était peut-être justement parce qu'il fallait qu'un jour j'en témoigne. Et c'est vraiment être témoin de ce que j'ai vécu à ce moment-là, et puis d'autres thèmes qui sont abordés dans le livre, qui font que j'avais besoin de transmettre et de dire qu'on pouvait s'en sortir. Voilà. On va lire quelques extraits tout de suite de ce formidable
Alors je n'ose dire, c'est un poème, l'amour à mort, comment on peut le voir? C'est pas vraiment un poème. En fait, dans ce livre, dans Longtemps je t'ai cherché, on est sur vraiment des réflexions philosophiques très personnelles sur ma façon de voir la vie et de ce que j'en ai ressorti. Donc c'est un témoignage pour les autres. Et il y a de la formation, parce que tu as fait psychosociaux, et crois-moi, ça se sent très bien. Oui, j'ai fait Alors je lis quelques extraits de ce que je vois à la page 76, une réflexion philosophique sur l'amour à mort. Ensuite, on expliquera comment tu en es arrivé là. Tu es parti ce jour-là. Tu ne t'es arrêté que pour donner des coups de poing, des coups de pied, un peu plus loin, un peu plus fort, en quittant la porte, fracturant ma mâchoire, abîmant mes dents. La douleur était tellement forte que j'espérais saigner. Juste là, sur le sol, où tu m'avais laissé. Je me demandais si j'allais réussir à survivre à ce que tu m'avais fait, et si j'en avais envie. Alors c'est un court extrait de quelqu'un avec qui tu t'es marié 1 an au préalable, on peut citer son prénom. Oui, Olivier. Et Olivier, dont tu étais éperdument amoureuse, et tu l'as été depuis 5 ans au point d'en faire une tentative de suicide, quand tu pensais qu'il allait te quitter. Tu te maries avec lui, non sans que ton père te mette en alerte le jour même de ton mariage. Tout à fait. Et très vite, évidemment, on va passer à la violence qui est assez classique chez un pervers narcissique, ce qui est le cas de cet Olivier. Une première violence à Collioure, lors du voyage de noces, une gifle qui n'a pas de raison d'être, qu'il ne faut jamais laisser faire. Jamais. La première gifle, c'est le geste de trop. Oui. Et donc, tout de suite, 1 an après, il y a cet excès de violence, et cet excès de violence, on peut dire les deux, qui vont t'envoyer aux urgences. Et qui te font entrer dans un précipice sans fin, parce que j'imagine que ça a dû être le début d'un long tunnel. Oui, 20 ans. 20 ans de tunnel. Et à la lecture de ces lignes que tu as écrites, est-ce que tu ressens une forte émotion encore aujourd'hui? Oui, un peu. Je le sens. Un peu parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. Est-ce que tu écris pour les femmes qui sont violentées? Oui. Oui, là, ce passage-là, c'est pour les femmes qui sont violentées. Est-ce que tu as conscience que tu pourrais être un porte-parole aujourd'hui? Oui. Et est-ce que tu l'es réellement? Je pense que oui. En toute humilité, à mon niveau, oui. Oui, parce que je me suis engagée sur des causes et que j'explique dans ce livre que la première gifle, il ne faut pas la laisser, il faut que ça s'arrête là. Moi, je n'ai pas su le faire. Et que, voilà, c'est un mécanisme, on se sent victime. Plus tard. Au départ, on se sent coupable. Mais coupable de quoi? Et on rentre dans un processus de culpabilité qui n'est pas légitime au final. Et avant de penser que l'on puisse être victime, il faut vraiment d'abord être entendu, être accompagné. Et je pense qu'il y a une capacité aussi peut-être dans le caractère à un moment donné à dire bon ben stop, moi j'ai été violentée dès le départ. Et les excuses, c'était des bouquets de fleurs, des bijoux, enfin comme tout pervers narcissique. Quelqu'un de très reconnu en société, avec un bon job, un bon travail. Il n'avait pas un bon job, c'était un pompier, c'était quelqu'un de simple. Oui, après il a été directeur d'un service sécurité d'une grande distribution. Mais c'était un engrenage où je me suis dit quand même à ce moment-là, enfin quelques semaines avant la nuit terrible de violence, que si je continuais, j'allais mourir. Voilà. Et j'avais 22 ans, donc c'était pas possible. Voilà. Et on passe par des stigmates, hein, parce que ce sont d'abord des gifles, après c'est le visage tuméfié, après c'est tirer les cheveux, etc. Et donc oui, je souhaite vraiment témoigner pour dire qu'il faut que la première gifle, il faut que ça s'arrête là, et qu'on peut quand même s'en sortir quand on arrive à rester vivante. C'est surtout ça. Alors, tu as écrit, je le disais au départ, 2 recueils de poèmes dont on n'a pas donné les titres. Alors le premier, c'est de l'indéfini. Entre l'indéfini et l'indéfinitif. Voilà. Et brûlure. Et brûlure. Alors justement, moi je reviens sur ces brûlures qui sont terribles pour toi, mais qui sont aussi la source de ton inspiration. On va lire un deuxième passage qui te résume bien, me semble-t-il, parce que nous en parlions juste avant cet entretien. Tu es quelqu'un d'altruiste, quelqu'un qui a envie d'aider les autres, tous les autres. Et voilà ce que tu écris à la page 100.
52 de ton ouvrage que je remonte. Longtemps, je t'ai cherché avec une très belle couverture où tu es bien sûr en couverture. Et avec toi, enfant, je suppose? Oui, c'est moi adulte et moi petite fille. Au milieu, c'est un miroir qui se dessine. Et je tiens à remercier mes nièces qui sont à l'origine de la couverture. Avec aussi un salut à l'éditeur, à mon éditeur, PLB, Pierre-Lucien Bertrand. Pierre-Lucien Bertrand qui t'a fait confiance, qui n'édite qu'une dizaine de livres par an. Tout à fait. Pas du tout ce type de livre, mais qui a dit à propos de ton bouquin, je ne peux pas passer à côté d'une œuvre d'art. Ça, c'est quand même un hommage extraordinaire. C'est extraordinaire. Et c'est une très belle aventure qui a débuté avec lui. Je lui fais entièrement confiance et vraiment, je pressens que l'aventure va être très belle. Page 152, mon altruisme, deuxième passage. J'avais pour habitude de réparer les gens. Je restais dans de mauvaises relations, attirant constamment les mêmes personnes, celles qui avaient besoin d'être réparées. Je connais de nombreuses personnes altruistes qui sont dans la même situation. Nous attirons les individus infidèles, les phobiques, les émotionnellement indisponibles, les émotionnellement blessés, les alcooliques, les toxicomanes, les narcissiques et les sociopathes. C'est comme si nous attirions des partenaires qui étaient brisés en 1000 morceaux. Et pour une raison que nous ignorons, nous ressentons l'obligation de recoller les morceaux. Mais je dois reconnaître que je n'ai jamais réussi à le faire. Ça, c'est quand même un extraordinaire témoignage d'altruisme. Tu sais que tu ne vas pas réparer les gens, mais tu as ce besoin incommensurable de le faire. Nous venons de parler de cette première aventure avec cet amour de jeunesse, oui. Mais cela va se reproduire ensuite avec des compagnons qui vont d'ailleurs te laisser des témoignages d'amour, parce que tu as 2 enfants, oui. Avec 2 autres partenaires, dont l'un ne s'est pas marié avec toi, parce que tu as vécu 5 ans avec lui. Oui, tout à fait, le père de mon fils. Voilà, le père de ton fils qui s'appelle Anthony, et l'autre, qui est un homme du spectacle, oui, Lionel, tous les deux, qui est le père de ma fille Lisa. Exactement. C'était quand même des relations moins violentes que la première. Oui, ça je peux pas... Non, le père de mon fils est quelqu'un qui était émotionnellement indisponible ou on va dire avec un parcours très lourd de l'enfance. Et quant au père de ma fille Lionel, non, c'est quelqu'un qui... que je remercie aussi pour les années passées ensemble. Ça n'a rien à voir par rapport à ce que j'ai vécu en termes de violence physique. On était plutôt après sur des personnages, des hommes qui avaient rencontré quand même des problèmes dans l'enfance, très liés à l'enfance. Donc avec des manques d'amour, des émotions perturbées, on va dire, voilà. Tes violences sont une malchance pour ta vie de femme, mais sont une chance pour ta vie d'écrivaine ou d'auteur, on va le dire ainsi. Alors, parmi toutes les choses que tu peux dire, tu dis il y a effectivement 5 blessures à l'âme, l'abandon, l'humiliation, le rejet, l'injustice et la trahison. As-tu connu les 5 à la fois? Ou les 5 successivement? J'ai connu les 5 successivement. Oui. Et quand on a connu les 5 successivement, on arrive à un stade où on peut se considérer, et par rapport au parcours résilient ou résiliente, sachant que la résilience de chaque expérience, de chaque douleur, on en fait une force, c'est ça, finalement, mon parcours il est là. Et une fois qu'on a passé ce cap des 5 blessures de l'âme, que moi j'appelle les 5 blessures de l'âme, on est réparé quelque part, mais on s'auto-répare. C'est-à-dire que l'objectif, c'est pas de rencontrer quelqu'un qui va te réparer, c'est tu t'es réparé, tu t'es guéri toi-même. Voilà. Et surtout, tu prends conscience que plus jamais, tu ne guériras personne ou tu ne répareras personne. Et à partir de là, tu te sens être libre de toi-même. Libre... Comme cette feuille qui tombe à l'instant, je trouve qu'on aurait voulu le faire. C'est un très beau symbole. Ah oui, c'est très symbolique au moment même où tu en parles. Ouais. Alors l'abandon peut prendre de multiples formes, bien sûr. Je ne voulais pas lire ce texte parce qu'il m'a donné les larmes aux yeux pour des raisons personnelles, mais je vais quand même essayer de le lire.
où tu dis des choses très très fortes par rapport à la mort de ton père. Alors ça, c'est un abandon évidemment que beaucoup d'entre nous ont connu, la perte des parents, la perte irréparable des parents, surtout quand le lien est fort. Et tu étais la petite préférée de ton père, hein. Tu étais la dernière d'une fratrie, d'une petite fratrie de 3 enfants, c'est bien cela? Oui, oui. Et tu perds ce père qui a 58 ans, toi-même tu viens de te marier, et tu as connu la violence avec ton mari. Oui, je sors de mon... Et tu sors déjà d'une terrible épreuve, et le sort t'en inflige une autre. Nous sommes en 1993. Oui, j'ai dormi avec mon père mort. Je l'ai entouré de tout mon amour, tant que cela m'était encore possible. Crac, son labrador, était allongé avec moi. Nous étions seuls au monde. Ce monde que je créais, envers et contre tous. Ce monde qui, bien des années plus tard, me permettait d'accueillir mon don. Je participais la journée à la préparation des obsèques. Ma famille me laissa le privilège, car cela en était un, de choisir les lectures pour la cérémonie. Mon choix se porta sur un passage du livre de Martin Gray, le livre de la vie, ainsi que du passage de la Bible du bon Samaritain. Mon père avait l'amour de son prochain. Martin Gray, voici une de tes inspirations, il y en a d'autres, Baudelaire, Rousseau, tous ces auteurs du XVIIIe, du XIXe qui ont écrit sur la vie, qui ont philosophé. En quoi Martin Gray t'a-t-il aidé à supporter la mort de ton père ? Martin Gray est un auteur que j'ai découvert à l'âge de 15 ans, en fait, quand j'étais au lycée, par une amie qui est dans le, voilà, dont je parle dans le livre, hein, Valérie. Et donc, elle m'offre le livre de la vie de Martin Gray. Et au fur et à mesure des lectures, ça me parle. Je suis déjà quelqu'un qui a vécu la solitude, enfin, empreinte aussi de beaucoup de lectures, puisqu'en fait, petite fille solitaire, je vais me réfugier dans la lecture. Donc en fait, ce livre, il est un vrai témoignage. Martin Gray est un vrai résilient aussi. Et ce livre est un témoignage de son chemin de résilience. Et ce livre, je vais le considérer comme ma Bible, entre guillemets, tout au long de mon parcours. Et il est encore aujourd'hui sur ma table de chevet, 30 ans, plus de 30 ans après. C'est un auteur américain ? Non, c'est pas un auteur américain. Il était d'origine, voilà, non, c'est un auteur français. Et donc en fait, au fur et à mesure, il m'a inspiré parce que c'est quelqu'un d'authentique, c'est un résilient, il a parlé de ses douleurs, c'est quelqu'un qui avait perdu les siens au moment de la guerre, au nom de tous les miens. Quelqu'un qui après a perdu dans un incendie sa femme, ses 3 enfants, et qui a écrit un autre ouvrage qui s'appelle « Vivre debout » et qui est vraiment le témoin de sa résilience, de sa résistance aussi aux épreuves. Et il y a quelque chose que j'ai vraiment retenu, c'est qu'avant d'être reconnu ou ressenti comme écrivain ou écrivaine, ce qui est important, c'est d'être un témoin, et un témoin de la vie, de ce qu'on a vécu, pour pouvoir donner de l'espoir. Et il a parcouru toute ma vie encore aujourd'hui, et je suis très empreinte de Martin Gray, voilà, sur ce parcours de résiliente. Bien évidemment, il y a Boris Cyrulnik, il y a Frédéric Alors justement, Lenoir. Tu parlais de résilience, il faut peut-être en donner une définition, que tu en donnes à la page 104. Curieusement, tu nous dis, qu'est-ce que la résilience ? Le mot de résilience est à l'origine attribué à l'industrie, ça je ne savais pas. La définition que nous en donne le Larousse est la suivante: caractéristique mécanique définissant la résistance au choc d'un matériau. La résilience, nous dis-tu, des métaux varie avec la température. Elle est déterminée en provoquant la rupture par choc d'une éprouvette normalisée. Bon, c'est une définition un peu technique. Oui, c'est très technique. Mais globalement, on peut considérer qu'au travers de cette définition, un matériau va reprendre sa place, c'est cela, va reprendre sa forme une fois qu'il a été réparé, et quelque part, pour aller dans le sens de Boris Cyrulnik, c'est renaître de sa souffrance. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est cela la résilience? Est-ce que tout le monde a la capacité à être résilient? Toi, tu l'as eu, mais est-ce que tout le monde l'a? Moi, je l'ai eu. Je ne suis pas certaine que tout le monde puisse l'avoir. C'est difficile, comme le processus de créativité, on est tous créateurs. Mais ah non, tout le monde n'est pas créateur. On a au fond de soi, je pense. On a potentiellement voilà. Au fond de soi un processus de créativité. On va le développer ou pas. Et je pense que la résilience, c'est le même schéma. Sauf que dans la résilience, je pense, et je suis convaincue aujourd'hui, que si on est entouré de beaucoup d'amour,
qu'ils soient de la famille de cœur, de la famille de sang, des amis. On peut réussir à avoir tous les critères et les conditions nécessaires pour y arriver. Et moi, j'ai eu cette chance. Dans mon parcours difficile, avec toutes les douleurs et les épreuves que j'ai dû passer, il y a toujours eu beaucoup d'amour autour de moi et c'est ce qui m'a fait tenir. Et bien évidemment, après, il y a eu l'amour de mes 2 enfants, Anthony et Lisa, qui sont pour moi les amours de ma vie. Voilà. Et quel regard porte-t-il sur toi aujourd'hui? La maman, l'auteur, celle qui a fait des photos de mode aussi, parce que effectivement tu ne t'en caches pas, hein, comme on disait avant cette interview, il y a ce que tu dis et il y a ce que tu vas montrer. C'est-à-dire que les gens qui vont regarder cette interview vont regarder autant ton joli minois que ce que tu vas dire. Et certains ne regarderont peut-être que ton joli minois. Ça appartiendra à chacun. Évidemment. Voilà. Parce que tu n'es pas propriétaire de ton image. Non, je ne suis pas propriétaire de mon image. Oui, en effet, à une époque, j'ai fait des photos, j'étais modèle. Mais je l'ai plus vécu, ça fait partie aussi de mon chemin de résilience. Quand on a été frappé, battu, abîmé, c'est une façon aussi de se réapproprier son corps. Voilà. Et ça, de se reconstruire. Et se reconstruire, tout à fait. Donc mes enfants, aujourd'hui, l'image qu'ils ont de leur maman, et bien, alors, quand ils entendront peut-être ce que je vais dire, ils vont sourire. Mais je pense, et pour me l'avoir dit, qu'ils sont fiers du chemin parcouru, avant eux, avec eux. Aujourd'hui, ils sont grands. Et ils n'imaginaient pas que leur maman, avec toutes les difficultés qu'elle a rencontrées, arriverait aujourd'hui là où elle en est. Et qu'en pensent tes ex-conjoints de tout cela? Mes ex-conjoints, mais les pères de mes enfants... Ah, je sais ce que l'un d'entre eux m'a dit il n'y a pas si longtemps. Oui, certainement, on n'en parlera peut-être pas, tu ne me l'as pas dit. Non, mais mes ex-conjoints, ce qu'ils en pensent, je vais te dire honnêtement, je m'en détache. Tu t'en moques? Ou ça t'importe? Non, je m'en moque pas parce que ce n'est pas le terme approprié. Mais ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est ma vie d'avant. Souvent d'amour inconditionnel. Je disais amour inconditionnel ou amour au conditionnel? Non. Amour inconditionnel. L'amour inconditionnel qu'on a au fond du cœur, c'est aimer son prochain inconditionnellement. Et l'amour inconditionnel, c'est transversal à l'amitié, à l'amour. Dans le travail, on peut avoir de l'amour inconditionnel pour ses équipes. Voilà, j'ai une façon de... C'est ton cas. Parce que tu es chef de service, on ne l'a pas dit, au conseil départemental. On va saluer le conseil départemental qui va largement ouvrir ses portes ces derniers mois. Oui, tout à fait. L'équipe en place, les équipes de mon service aujourd'hui à la prévention et au handicap. Je crois qu'au final, d'ailleurs à un moment donné, tu l'avais bien dit, hein, je crois que l'amour me traverse en toute humilité. Tu es bien à ta place là, parce que tu as travaillé dans le monde artistique, qui était très différent, où il y avait une part de narcissisme comme chez tous les artistes, et là on n'est plus du tout dans le narcissisme. Non, pas du tout. À aider les autres, à reconstruire les autres. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est important, mais je le dis bien d'ailleurs dans le livre, que le socle pour moi nécessaire à mon parcours, c'est le respect et l'humilité. Voilà, il faut toujours rester humble. Et ça, c'est important, parce que tout le monde n'arrive pas à rester humble dans quelle que soit la démarche dans laquelle on s'inscrit. Il y a des métiers où c'est plus ou moins difficile. Quand tu connais le succès en tant qu'artiste, est-ce que tu es mal conseillé? Peux-tu rester humble? On devrait. On devrait rester. Est-ce que le succès ne tourne pas la tête? Si tu vends 10 000 de ces livres, seras-tu la même Myrlène Sarrazin que si tu n'en vends que 100? Oui. Je te le souhaite. Oui, c'est ma ligne directrice. Je suis de celles qui savent qu'il faut faire parfois le pas de côté. Mais sur cette ligne-là, oui. Parce que, quoi qu'il arrive, c'est pas le succès que je recherche. Je recherche le partage de l'écriture. Et aujourd'hui, ce qui est important pour moi, prioritairement, c'est ma vie privée. C'est pas ma vie d'auteur. L'écriture, bien sûr, si tu me l'enlèves, je meurs. Ça fait partie de moi. Tu as écrit ici, dans cette propriété, dans le Lot-et-Garonne, une partie de cet ouvrage. Oui, tu as trouvé la sérénité. Exactement. Tu parles d'ailleurs dans cet ouvrage, on ne peut pas tout lire parce qu'on n'en a pas le temps, mais des moments où tu peux écrire, des lieux où tu peux le faire, et de toute évidence, tu ne peux pas le faire n'importe où. Non, je ne peux pas le faire n'importe où. Pour écrire, d'abord, au départ, j'écrivais la nuit. Et puis sur cet ouvrage, j'ai écrit la nuit, et au fur et à mesure du temps qui est passé et de mon chemin de vie, j'ai écrit le jour, dans un endroit bucolique, avec le silence. Le silence, c'est très important pour moi. Mais ici, on est servi. Hein. Voilà. Et depuis l'âge de 15 ans, j'ai toujours dit, moi, j'adore écouter le silence. Et le silence, il s'écoute. Et si tu écoutes le silence, tu perçois d'autres choses. Quoi de plus beau que la nature? Baudelaire, dans
extrait de correspondance et contemplation parle des arbres comme de vivants piliers hein, qui bruissent et voilà. Et je pense que dans cette société actuelle, si tu veux, je trouve qu'on manque d'émerveillement. Voilà. Et s'émerveiller, c'est ressentir la vie. À l'époque du Covid, c'est difficile quand même. Mais c'est difficile. Et t'imagines bien que moi, là, pour la petite anecdote, en étant au département à la prévention, t'imagines bien ce que veut dire la crise Covid depuis un an et demi. Oui. Mais s'émerveiller, quoi, d'un papillon qui passe, d'un bruissement du vent, d'un coquelicot, d'une fleur. L'émerveillement. Mais est-ce possible en milieu urbain? C'est toujours pareil. Nous avons cette chance extraordinaire d'être là aujourd'hui. Bien sûr. C'est plus compliqué en milieu urbain. Bien sûr. Mais je pense que on devrait, même les élus en milieu urbain, je crois que certains y pensent, mais devraient penser à pouvoir... On devrait tous être sur une notion d'équité quant à l'émerveillement. Je pense à ce que Jean-Luc Glaise m'a dit il y a quelques mois. Tu sais, l'homme qui est de Captieux et qui en même temps découvrait cet espace minéral de Mériadec où tu es. Peut-il y avoir plus opposé que Captieux ou le Lot-et-Garonne où nous sommes ce matin et Mériadec? Oui. Nous sommes dans des contrastes absolus. Oui. Mais on devrait tous avoir la possibilité à pouvoir prétendre à un moment donné à s'émerveiller. Voilà. Très bien. Pour terminer cet entretien, on peut dire de cet ouvrage, évidemment, que j'ai été séduit, bien sûr. Séduit par l'auteur, mais ça je l'étais déjà. Et séduit par ce qu'elle dit. Parce que cet ouvrage vous transporte dans une émotion. En 4e de couverture, il est écrit « Vivre, c'est crier. Mourir aussi un petit peu, d'une certaine façon. Mourir vous entraîne à crier. Je crois que la mort fait partie de la vie, il faut l'accepter. Et tu parles autant de la mort que de la vie dans cet ouvrage. Oui. De tes parents, de ton ami, alors que tu avais 15 ans, qui meurt sous tes yeux dans une baïne, en plein été, je suppose. Oui. Donc touché par la mort, mais en même temps, ça fait partie du parcours de vie. Oui, la mort a beaucoup traversé mon parcours, très tôt. Michel a 15 ans, mes grands-parents avant, papa a 58 ans. Mais la mort n'est aujourd'hui pour moi qu'une étape sur le chemin de la vie. Voilà, ça c'est encore beaucoup plus spirituel. La fin de mon livre est très spirituelle quand même. Tout à fait. Donc c'est avoir acquis de la sagesse aussi. Et quand tu as eu un chemin de résiliente, comment expliquer? Tu relativises tout après et tu te sens libre de plein de choses, mais surtout libre avec toi-même. Ça, c'est important. Longtemps, je t'ai cherché. Ce sera le livre de l'été ici en Gironde et ailleurs, parce que bien sûr, tu es déjà connu en Gironde, mais on peut espérer qu'on le vendra ailleurs, que les lecteurs réserveront un superbe hommage à cet ouvrage qu'on va retrouver à la librairie Mola à la rentrée, qu'on peut trouver déjà en vente sur le site de ton éditeur Pierre-Lucien Bertrand. Et tu as une faconde extraordinaire, puisque tu as déjà réussi, même en période de Covid, à faire une séance de signature, oui, et à vendre une 50aine de livres au travers d'une simple séance de signature. Ça, c'est pour l'instant un talent que je n'ai pas. Il va falloir que tu me donnes tes petits tuyaux pour parvenir à cela. Je partagerai avec toi. Avec plaisir. Longtemps, je t'ai cherché. Merci à ceux qui nous ont suivis ce matin. C'était les rencontres de Christophe avec Myralène Sarrazin. Ça fait pratiquement 1 an que nous rencontrons des personnalités politiques, des artistes. L'an dernier, il y avait Somariba, tu te rends compte, très très différent de ce que tu es. Avec qui j'ai travaillé à un moment donné. Je sais que tous ces gens-là se connaissent plus ou moins. Des auteurs, on essaie de vous montrer que la Gironde est un beau département, qu'il y a des gens brillants, qu'il y a des gens pleins de qualité, et incontestablement, Myralène Sarrazin en fait partie. Je remercie Jean-Claude Marmier une nouvelle fois d'avoir fait le déplacement ici dans le Lot-et-Garonne. Et à très bientôt pour une nouvelle rencontre.